Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Bienvenue au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un Spoilers et j'arrête. Dracarys. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries et Spoilers l'émission. Walk with me. Le podcast des séries fantasy, fantastique et de science-fiction. Un crossover en partenariat avec Beta Série, la radio. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Un Spoiler et j'arrête, le premier podcast crossover entre l'ACS, l'Association française des critiques de séries, et Spoilers, l'émission dédiée aux séries TV des genres de l'imaginaire. Un podcast en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on remplit le loto-bingo de l'épouvante avec du monstre, du fantôme et de la possession. Et oui, car dans ce numéro, nous nous intéresserons aux classiques de la littérature d'épouvante qui ont récemment donné lieu à des adaptations en série de leurs univers terrifiants. Pourquoi ce nouvel attrait pour ces ouvrages ? Sont-ils adaptés à la lettre ou réinventés ? Et bien pour répondre à ces questions et bien d'autres, on commencera par parler de Mike Flanagan, devenu incontournable quand on parle de séries d'épouvante avec The Haunting of Hill House, of Bly Manor ou plus récemment de la chute de cette bonne vieille maison Usher. Par la suite, nous ferons entre autres, un tour du côté du maître Stephen King bien sûr, avec les séries adaptées de ses ouvrages Castle Rock et The Outsider. Je m'appelle CHP du podcast Spoilers, je suis en compagnie de Salambo Marie, journaliste indépendante spécialisée dans les séries, tu as travaillé avec Numérama par exemple notamment. Exactement, bonsoir. Nous sommes également avec Marine Perrault, journaliste indépendante. Alors là on est sur Télé Loisirs, CNET et j'en passe. Marine, c'est bien ça ? C'est bien ça, bonsoir. Et Briac Picarelec, le spoiler addict, le frérot. Comment tu vas Briac ? Ça va très bien. Voilà, toi je me suis jamais posé la question comment te présenter sérieusement. Si tu es universitaire officiellement. Je suis doctorant et je travaille sur les séries télévisées américaines. Je l'aurais pas mieux dit. Vous avez peut-être reconnu le générique de The Haunting of Hill House, la première face du diptyque The Haunting, autrement dit la première incursion de Mike Flanagan sur Netflix et l'adaptation du roman éponyme très célèbre de Shirley Jackson, un diptyque qui a achevé l'année suivante avec Bly Manor, cette fois-ci l'adaptation de la nouvelle The Turn of the Screw de Henry James. Mike Flanagan, pour vous resituer rapidement, c'est un réalisateur américain qui est né à Salem, ça ne s'invente pas. Il réalise d'abord 8 films qu'il a écrits, réalisés et montés, ce qui est toujours bon signe. Et pourtant Dr. Sleep. Enfin bref, déjà très porté sur l'horreur, il signera un deal potentiellement très juteux avec Netflix pour développer des séries de genre, d'où viennent les séries que j'ai pu lister. Et il y en a d'autres qu'on va voir dès maintenant tous ensemble. J'ai envie de vous poser une question un peu générale. On va commencer avec toi Salambo. Cet attrait pour la littérature d'horreur gothique fantastique à la télévision américaine, est-ce qu'il est arrivé avec Flanagan ? À mon avis, pas vraiment. Non, pas vraiment. En fait, dès les années 80, on avait déjà Les Contes de la Crypte sur HBO, qui était donc adapté de la bande dessinée de William Gaines et Al Feinstein, par exemple. Mais on peut aussi citer la première version de Chair de poule qui est sortie en 1995 et qui a sûrement été nos premiers effrois adolescents pour beaucoup d'entre nous, qui a duré donc jusqu'en 1998, qui était donc l'adaptation des romans de R.L. Stein. Après, c'est vrai que Flanagan a marqué quand même un renouveau, je pense, dans les séries, les adaptations horrifiques à l'écran. Là, on a aussi le retour justement de Chair de poule dans une nouvelle version par Disney+. Donc on voit bien quand même que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les plateformes en particulier, parce qu'en fait, sur les chaînes traditionnelles, je pense que c'est un genre qui est de plus en plus délaissé finalement.
C'est vrai effectivement qu'en plus, comme tu l'as dit, les séries comme le cinéma en fait et tous les médias de l'horreur sont toujours tournés vers la littérature et il y a vraiment une circulation des histoires et des formes entre tous ces médias et qui se nourrissent les uns des autres. Ce que je trouve intéressant, c'est que là où par exemple dans les exemples que tu as cités tout à l'heure, Charles, comme The Outsider, on est dans quelque chose qui est finalement assez classique, que The Outsider, donc adapté de Stephen King, on est très proche des mini-séries Stephen King des années 90. En fait, on en avait nombreuses qui adaptaient un roman sur 6-7 épisodes, donc c'est finalement plutôt proche de ça, comme il n'y a pas eu de deuxième saison. D'un autre côté, assez récemment, on a eu le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, qui là est vraiment un retour en plus aux séries à anthologie par épisode des années 50-60. Donc là, vraiment dans le vraiment classique avec des adaptations de nouvelles, une par épisode. Par contre, là, on a quelque chose qui, moi, me semble relativement nouveau, avec à la fois l'approche de Flanagan, en particulier sur La chute de la maison Usher, dont on va parler, mais aussi Castle Rock, dans l'adaptation de Stephen King, qui sont des séries qui vont pas simplement adapter une œuvre en particulier, mais plutôt l'œuvre d'un auteur. En fait, c'est-à-dire que Castle Rock, c'est un ensemble de références à Stephen King, avec la construction d'une espèce d'univers général, comme il le fait, lui, dans ses œuvres, et aussi un certain nombre de références aux adaptations cinématographiques de Stephen King. Usher, c'est l'œuvre de Poe qui est ramenée, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, on n'adapte plus simplement une œuvre, un récit particulier, mais on fait un mélange. Et, je crois que, moi en tout cas, la source d'inspiration, ça me semble être la série Fargo de Noah Hawley, qui faisait justement cette approche-là, mais avec les films des frères Coen, et qui adaptait pas juste Fargo, mais qui mêlait différents films, des idées, des structures de différents films des frères Coen au sein l'esthétique aussi. L'esthétique également, au sein d'un récit. Donc on adaptait l'œuvre, on revisitait l'œuvre d'une certaine manière, et c'est un peu ce qui apparaît là avec ces deux séries, et je me demande si ça va aussi continuer à se développer. Mais en tout cas, c'est cette tendance qui se dégage et qui est intéressante, je crois. Est-ce que dans l'idée, on peut citer Lovecraft Country également, ou c'est un peu la même idée ? C'est-à-dire que c'était pas quelque chose de concrètement Lovecraftien, c'est pas les montagnes hallucinées, mais ne serait-ce que le titre assumé d'entrée. C'est vrai, mais c'est adapté d'un roman justement qui faisait alors j'ai oublié le nom de l'auteur de Lovecraft Country, mais qui avait fait ces mélanges-là déjà. Et finalement, il y avait assez peu d'adaptation en soi de Lovecraft. Il y avait des idées, des créatures, mais c'était pas vraiment comme ça peut l'être chez Usher ou Castle Rock, par exemple. D'accord. Marine ? Oui, moi j'ai ajouté que en fait il y a aussi un rapport auteur à format qui est que par exemple plus l'auteur est prolifique dans le genre, plus il se prête très bien au format de série. Donc comme on l'a vu avec Edgar Allan Poe pour La Maison Usher, il y a tellement de matériel dans lequel on peut puiser que ça permet de faire une série qui creuse vraiment de toutes sortes de références. Et Castle Rock pour King, c'est même quelque chose qu'on va voir se reproduire puisque HBO a en préparation la série Welcome to Derry, qui est encore une plongée dans le Stephen King Cinematic Universe, puisque c'est la poursuite de la fin. Ça approfondit ça le titre. Oui. C'est chapitre 1, chapitre 2, voilà, les films en fait qui ont été faits... ça vont être approfondis sous forme de série. Voilà, encore une fois, puiser dans l'œuvre d'un auteur pour en faire quelque chose d'encore plus fouillé sur le petit écran. Et même si on prend aussi, je repense à Chair de poule, là, la nouvelle version donc, de Disney+, là, en 2023, c'est assez intéressant parce que par rapport à la version de 1995, on n'est pas sur une adaptation avec un roman par épisode, on est vraiment sur une narration globale dans laquelle sont intégrés tous les autres romans un peu par petites touches au fil des épisodes. Et je trouve ça assez intéressant que ça s'inscrive aussi dans effectivement cette lignée en fait, de Flanagan aussi, qui a fait aussi La chute de la maison Usher dans le même esprit avec Poe effectivement cette année en fait. Et justement, est-ce que vous diriez que le format anthologique se prête plus justement pour mettre en scène ces œuvres horrifiques ? Ce qui est intéressant, je pense, c'est de revenir aussi. Je crois que l'évolution de l'horreur dans les séries, la manière dont elle est traitée coïncide aussi avec l'évolution narrative des séries télévisées, qui, pour le faire de manière très très grossière, est marquée par une domination du feuilletonnant à partir des années 80 puis des années 90, c'est une montée du feuilletonnant, on va dire, tel qu'il est maintenant. Donc le feuilletonnant, l'idée d'un récit qui se regarde, faut voir les épisodes dans l'ordre et des arcs narratifs qui se suivent. Et en fait, le feuilletonnant, ce qui permet, par exemple, par rapport à des séries et anthologies par épisode, dans le traitement de l'horreur, ça va être d'avoir des personnages qui vont évoluer,
qui vont être développés, auxquels on va s'attacher davantage. Et dans le cadre de l'horreur, c'est intéressant parce que quand la plupart des personnages sont amenés à un jour devenir des victimes, si tu es beaucoup plus attaché à eux, il y a un rapport émotionnel qui est différent. Et en même temps, c'est une possibilité d'avoir, par exemple, les conséquences émotionnelles de l'exposition paranormale. Enfin, voilà, il y a tout un rapport au temps long que le feuilletonnant permet. Et donc, avec la manière dont il va se répandre maintenant dans les séries, il y a aussi un rapport à l'horreur qui change, qui peut peut-être s'approcher plus de ce qu'on peut avoir dans la littérature. Par contre, il y a aussi des problèmes que ça peut engendrer parce que la mortalité, c'est un thème très important forcément dans le genre de l'horreur. Donc on va avoir des personnages qui meurent assez régulièrement. Or, si tu veux faire un récit feuilletonnant qui s'étend sur plusieurs saisons, il y a un moment tu vas être coincé. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas faire en sorte que tes personnages survivent et tu vas finalement perdre toute la tension narrative qu'il y avait ? Est-ce que tu vas changer tout le temps de personnage ? Alors une série qui a eu ce souci-là, c'est The Walking Dead par exemple. Parce que la promesse de The Walking Dead par rapport au film de Romero dont ça s'inspire par exemple, et le comic book, c'est de suivre des héros sur le long terme dans une apocalypse zombie. C'est ça qui est intéressant. Et après, il se retrouve face à ce problème. Ok, quand est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un ? Est-ce qu'on peut les tuer ? Comment on renouvelle le casting ? Et je crois que la série par anthologie par saison, donc là, il faut aussi préciser que là, on parle d'anthologie par saison, alors qu'avant, l'anthologie, c'était plutôt par épisode. Et l'anthologie par saison, c'est quelque chose qui s'est développé vraiment aux États-Unis avec American Horror Story, puis ensuite True Detective, Fargo, etc. Et le cas de l'anthologie par saison, j'ai l'impression que c'est un peu un hybride qui permet d'avoir d'un côté quand même cet aspect feuilletonnant sur plusieurs épisodes, de retrouver les personnages, mais de se dire, après cette saison, on oublie, donc on peut les tuer, on peut avoir des conséquences assez graves qui vont arriver. Donc pour moi, c'est un peu peut-être cette manière de trouver une solution pour mélanger ces deux choses. Oui, et puis c'est anthologie ou mini-série, finalement ? Eh bah, ça va dépendre, oui, en fait, de comment ça a été vendu, souvent, et de s'il y a plusieurs saisons ou pas. Par exemple, The Outsider, qui est une mini-série, enfin limited series comme ils vendent, mais il y avait question à un moment de faire une suite, où ils disaient peut-être qu'on aurait repris le personnage de Lee Gibney, qui aurait eu une autre enquête. Alors là, est-ce qu'on aurait eu une deuxième saison ? Est-ce que c'était une anthologie ? Mais le fait qu'il n'y ait pas eu cette deuxième, ça fait que ça reste, on pourrait dire, une mini-série. Oui, non, mais je pensais par exemple, Marine, au diptyque The Haunting. Est-ce que c'est pas juste parce que c'est deux séries qui se suivent, qui sont disponibles au même endroit du site Netflix. Est-ce que c'est pas juste un titre en commun finalement ? Pour moi, The Haunting of Hill House a été conçu comme une mini-série dont le succès était peut-être pas attendu dans l'ampleur qu'il a eu. Et du coup, je pense que quand The Haunting of Bly Manor a été commandé par Netflix, c'était plus on va appeler ça on va pas dire que c'est la saison 2, on va pas dire que c'est une anthologie, on va dire que c'est une autre mini-série mais dans le même esprit, on va garder un titre un peu comme ça les gens vont revenir, ils savent à quoi s'attendre. Mais voilà, on est plus tu vois, sur une stratégie limite marketing pour moi que créative de la part de Flanagan. Pour moi, Flanagan, il a fait The Haunting of Hill House et puis on lui dit tu veux pas revenir et en faire une autre. Et voilà, et après, ils sont allés coller ça dans le Flanaverse, comme ils ont. Si tu vas sur Netflix, tu as la collection Mike Flanagan. Et ils sont allés mettre un peu tout ça là pour que l'algorithme nous les montre bien. Mais c'est ce que ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Briac, sur The Outsider. En fait, si The Outsider avait été un succès monumental, il est fort probable. En fait, c'est presque une sécurité de dire mini-série ou anthologie. C'est vraiment, écoutez, s'il y a un carton monumental, on verra pour la suite. C'est plus ces séries-là. Et c'est pour ça que des univers riches, notamment des auteurs comme Stephen King, permettent potentiellement de développer ou de préqueliser ou toutes sortes d'abominations par la suite. Briac, tu avais quelque chose à dire ? Oui, si ce n'est que oui, je suis d'accord avec ce que tu disais, Marine, avec quand même, je trouve que Flanagan a quand même... Alors, on dit Flanagan, mais il n'est pas tout seul, il y a d'autres scénaristes aussi qui travaillent sur ces séries, et sur Bly Manor, il ne réalise pas tous les épisodes, etc. Mais il y a quand même, je trouve, entre Hill House et Bly Manor, une vraie continuité formelle dans l'approche de l'adaptation. Où on prend donc un roman assez classique plutôt on dirait gothique, mais ou du fantastique américain. Donc tu les as dit, Henry James et Shirley Jackson, qu'on va un peu désosser, transformer, modifier, et même avec Bly Manor, c'est quelque chose qui anticipe un peu ce qu'il va faire avec Poe, mais on va adapter quelques nouvelles d'Henry James aussi à travers la saison.
Il y a cet aspect-là, et aussi quelque chose que fait Flanagan, qui est qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le mélodrame. Il aime beaucoup les sentiments faits avec excès, l'émotion, et il va les plaquer dans des œuvres qui ne le sont pas du tout. Si vous lisez Shirley Jackson ou Henry James, c'est pas du tout des œuvres qui vont traiter l'émotion de cette manière-là, et il va apporter ça. Vraiment, je pense, c'est peut-être ce qui est le plus spécifique dans ces adaptations, c'est d'apporter cette émotion qui n'est pas forcément présente sous cette forme dans l'œuvre originale, et on a quand même cette continuité entre les deux Hunting. Cela dit, on pourrait dire ça à peu près de toutes les séries Netflix qu'a fait Flanagan, on va revenir dessus, donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cet aspect artificiel. Sinon, Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion. Enfin, moi, quand j'en parlais autour de moi de la chute de la maison Usher, il y a des gens qui pensaient du coup que c'était le 3e volet de The Hunting, parce qu'il y avait ce truc maison, etc. Donc j'ai l'impression quand même que c'est pas très clair, en fait, cette histoire d'anthologie. On comprend que ça s'inscrit dans le Flanagan-verse, effectivement, mais je suis pas sûre que ce soit clair dans la tête des gens si c'est des séries distinctes ou pas, en fait. c'est ça. Peut-être que la continuité, c'est aussi juste qu'elle est formelle, c'est qu'on voit au niveau autoriel Flanagan évoluer dans sa gestion des séries et son écriture de l'horreur sérielle. Donc on voit forcément cette continuité, même ensuite avec Midnight Mass, qui n'est pas une adaptation, et Usher ensuite. Donc c'est peut-être là aussi que vient l'ambiguïté. J'ai envie de revenir au côté littéraire de notre sujet. Justement, plus largement, c'est quoi les forces et les faiblesses, Marine? J'allais te poser la question directement. Les forces et les faiblesses justement de l'horreur sérielle, si on peut dire, par rapport à la littérature ou au cinéma. Ben, tu vois, par rapport à ce que Briac disait à l'instant sur la façon qu'a Flanagan, par exemple, d'adapter Jackson et Henry James, par rapport à l'émotion. C'est ça que je trouve intéressant, moi, dans l'adaptation de l'horreur à la télévision, particulièrement dans les séries, c'est que les séries permettent de creuser des personnages comme le cinéma, il n'a pas toujours le temps de le faire, dans les films d'horreur en particulier. Pour moi, le genre de l'horreur dans les séries, il est particulièrement efficace quand l'auteur, en l'occurrence Mike Flanagan, élève l'horreur au rang d'art et en fait quelque chose qui n'est pas juste là pour faire peur, qui n'est pas juste là pour choquer, qui n'est pas juste là pour nous faire trembler dans nos canapés. On est vraiment sur quelque chose qui est utilisé, un genre qui est utilisé pour parler de choses bien plus profondes. Et en particulier chez Flanagan, il y a toujours une vraie réflexion sur la mort, par exemple. C'est un sujet qui l'obsède. Chacune de ces séries a une réflexion là-dessus via les personnages, via ce qui leur arrive. Et la terreur, elle est jamais... Enfin, bien sûr, il y a des jumpscares, des choses comme ça chez Flanagan, mais elle est jamais vraiment visuelle. Elle est aussi très souvent dans ce que vivent les personnages émotionnellement. Donc ça, c'est quelque chose de très présent dans la littérature, mais qu'on n'a pas forcément dans les adaptations cinématographiques et que les séries, elles parviennent bien à recréer. Oui, dans ce que tu racontes, quand tu parles de tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un comme Ari Aster, qui justement au cinéma a voulu accentuer plus, loin des jumpscares justement, même lui apporter un vent de fraîcheur un petit peu avec du Hérédité, qui moi-même a laissé dans un état catastrophique, ou même Midsommar. Voilà, est-ce que c'est pas presque une nouvelle génération quelque part qui essaie des nouvelles choses loin de l'horreur popcorn, et peut-être que c'est l'origine aussi littéraire dans le cas de Flanagan qui lui permet d'avoir une base et d'y apposer un univers qui lui est plus personnel. Je sais pas, c'est une idée que je lance à l'instant. Mais voilà, toi, Salambo, dans l'idée de s'attacher au personnage, toi, c'est pour toi, c'est une force vraiment dans le travail de Flanagan? Oui, dans le travail de Flanagan et puis dans le format sériel, en effet, de pouvoir s'attacher aux personnages sur le temps long. Tu parlais de Ari Aster et effectivement, il y a un peu cette idée-là aussi dans les œuvres de Flanagan, mais justement, le format sur plusieurs épisodes permet vraiment de s'attacher aux personnages et je pense que Flanagan a réussi à développer aussi cette idée que l'horreur venait pas de l'environnement des personnages, comme c'est souvent le cas dans l'horreur. En fait, ça vient souvent de monstres, de fantômes, de choses comme ça qui sont extérieures en fait finalement aux personnages. Avec Flanagan, en fait, l'horreur, elle est dans les personnages directement. Elle est dans ce qu'ils vivent, dans leur traumatisme, dans leurs failles, dans leurs vices, dans tout ce qui peut être compliqué chez ces personnages. Et moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant chez Flanagan, en fait. C'est que non seulement il y a de l'émotion, mais en plus, cette émotion, elle est renforcée par le fait que l'horreur vient de là. Donc, en fait, c'est encore plus dérangeant, finalement, quelque part, parce que cette horreur, elle vient de nous, de ce qu'on vit, en fait. Enfin, ça résonne quand même assez fortement, je pense, avec des expériences qu'on peut tous et toutes vivre au quotidien, en fait. Et alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Pour le rapport au
autant long et ce que ça permet au niveau de l'émotion. Enfin, pour moi, c'est effectivement ce que ça apporte principalement. Mais pour le faire d'une manière un peu simpliste, je pense qu'on pourrait dire aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a ce rapport au récit long qui va donc le rapprocher, comme tu as dit, de la littérature et des romans fantastiques. Et en même temps, la série, elle a aussi un avantage, c'est que c'est une forme audiovisuelle. Donc, elle peut aussi s'approprier des techniques stylistiques du cinéma d'horreur pour représenter l'horreur. Et donc, elle peut faire un peu cette synthèse entre les deux, un petit peu médias historiques de l'horreur, et elle fait ce mélange qui peut être intéressant. Mais en même temps, ça crée aussi d'autres soucis qui sont, par exemple, je pense au jumpscare, qui peut fonctionner si on l'utilise 3 ou 4 fois dans un film, mais la question se pose ensuite quand on le fait sur une série sur plusieurs heures, comment utiliser cette technique-là, à partir de quel moment elle perd de sa puissance. Donc ça amène tout un autre ensemble de problématiques aussi, ce mélange un peu des formes. On est dans le formel du coup, forcément. Ouais. Mais justement, ces fameux fantômes cachés par exemple dans Haunting of Hill House, tu vois, est-ce que c'est vraiment des jumpscares, ou est-ce que c'est un jumpscare pour celui qui voudra bien le remarquer dans le décor? Oui, c'est ça. C'est pas forcément un jumpscare, mais c'est une idée assez géniale. Ça compte pas comme un jumpscare, mais je peux vous assurer, si vous n'avez pas vu la série, que quand vous tournez, vous décalez les yeux de quelques centimètres et que là vous vous rendez compte qu'il y a parfois pas moins de 3 fantômes, rendez-vous compte, qui vous regardez depuis le début, ça fait bien flipper. Et puis c'est peut-être de là aussi que vient le succès de la série. C'est ça, puis en plus c'est une idée qui montre que, en tout cas sur Hill House, Flanagan avait même complètement pensé le rapport à l'horreur en fonction de la plateforme sur laquelle elle allait être reçue, parce que Netflix, tu peux poser l'épisode quand tu veux, aller regarder, ralentir, aller chercher des choses, donc de cacher ces éléments qui peuvent te faire peur, c'est vraiment savoir que tu as un public qui est capable de manipuler la matière de la série un peu à sa guise quand il veut, et d'utiliser ça pour créer, comme tu as dit, tu crées un jumpscare, mais tu sais pas quand il va avoir lieu pour le public. Ouais, c'est ça. Et pour qui, effectivement, et ça me fait penser aussi, il sait que c'est des séries qui vont vivre au-delà de la plateforme, sur du YouTube, du TikTok. Avez-vous remarqué ces détails, le theory craft, comme on l'appelle? Et justement, je trouve aussi que Flanagan justement a su tirer parti aussi de cet aspect formel, parce qu'effectivement, bon, il y a les fantômes cachés, etc. Mais dans The Haunting of Hill House, par exemple, je me souviens de l'épisode, je crois que c'est l'épisode 6, qui est un plan séquence, un immense plan séquence. En fait, tout l'épisode est un plan séquence. Et du coup, ça renouvelle aussi, je trouve, cette horreur, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, on est terrifié de voir l'horreur arriver de chaque recoin encore plus, parce que le plan n'en finit plus de tourner et de nous faire peur, en fait. Donc, je trouve que il a vraiment bien utilisé, en fait, aussi des spécificités formelles qu'on pouvait voir au cinéma pour pouvoir justement pas utiliser tout le temps des jumpscares et essayer de renouveler un peu tout ça. Mais alors justement, on est quand même très dithyrambique sur le mic depuis le début de cet épisode. Il y a quand même une série malgré tout qui a, alors je sais pas si on peut parler d'échec vraiment, mais en tout cas c'est la seule qui a été annulée au bout d'une saison alors qu'elle devait en compter 2. C'est Midnight Club, que vous avez vu, que vous avez aimé déjà, ou est-ce que vous comprenez complètement, Marine par exemple, est-ce que tu comprends complètement cet arrêt? J'ose pas dire échec, vous voyez, je le dis vraiment du bout des lèvres parce que la saison 1 reste très sympa, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, voilà, je pense qu'elle c'est ça, elle est sympa. On l'aime bien, là, c'est la saison de Midnight Club, mais bon, non, elle est bien, mais c'est pas sa plus réussie, très nettement, de tout ce qu'il a fait sur Netflix, de toutes ses séries. Pour moi, en tout cas, elle est en bas du classement. Elle est sympa, mais elle a ce point commun avec Chair de Poule, en fait, qui est... c'est des séries dont chaque épisode, quasiment, est en fait une histoire dans l'histoire. Donc, ça mélange ce côté feuilletonnant avec un côté anthologique, comme on en a parlé avant. Et en fait, je pense que si ça colle bien au format des romans qui sont adaptés, que ce soit les Chairs de Poule ou la saga Midnight Club dont j'ai oublié le nom de l'auteur, je pense que c'est peut-être pas ce dont le public est le plus friand. Parce que justement, t'as pas le même investissement au niveau des personnages, pas le même investissement au niveau de l'histoire, parce que le fil conducteur global est souvent noyé par les mini-histoires racontées, et que du coup, je pense que ça peut perdre le public, parce qu'il suffit qu'il y ait un épisode ou 2 qui t'ennuie, pour qu'après, tu sois moins investi dans la saison dans son ensemble. C'est pour ça que, pour moi, je ne suis pas convaincue que Chair de Poule ait une saison 2. Aïe, aïe, aïe.
C'est dit. Moi, j'aimerais bien. Toi, t'aimerais bien ? Bah oui. Alors, moi, The Midnight Club, je suis comme toi. Moi, je la mettrais vraiment tout en bas du classement des séries de Flanagan, clairement. Enfin, pour moi, c'est une série qui est un peu bancale, on sait pas trop, il a essayé de faire une série ado, alors du coup c'est à moitié à hauteur d'ado, mais en même temps il y a quand même du Flanagan, donc il y a des thématiques très deep qui sont abordées, il y a une utilisation des genres très différents, effectivement comme tu le disais Marine, parce que ils se racontent tous des histoires au coin du feu, etc. Donc chaque épisode est un peu consacré à un genre cinématographique un peu différent, mais du coup pour moi ça marchait pas en fait, enfin il arrivait pas à mettre les éléments dans le bon ordre pour faire un joli Tetris, quoi. Et je trouve que à la limite Chair de poule pour moi c'est un peu The Midnight Club réussi, quoi. En fait c'est une série ado horrifique où les histoires indépendantes sont très bien intégrées dans une histoire globale. On s'attache aux personnages, même si c'était le cas aussi dans The Midnight Club, mais je trouve que pour moi Chair de poule a vraiment bien réussi son pari, alors que pourtant c'était sur Disney+. Moi j'avoue j'aurais pas du tout parié sur cette adaptation, je pensais que ce serait vraiment atroce, et finalement ils ont vraiment bien géré le truc, et ils ont même aussi, enfin là où pour moi Midnight Club pêchait un peu, c'est justement dans le côté adaptation, parce que on retrouvait pas vraiment ce qu'il y avait chez l'auteur original, je me souviens plus non plus du nom, mais là par exemple Chair de poule, bah ils font monter un peu en tension autour d'éléments un peu cultes comme le pantin Slappy qui faisait très très peur dans certains romans. Horrible pantin. Et donc là, ils font justement monter la tension. On sent qu'il va pas tarder à arriver. Là, dans les derniers épisodes justement qui ont été diffusés, il est enfin arrivé. Et ils ont bien justement dosé cette adaptation et cette reprise des éléments de l'œuvre originale, en fait. Donc pour le coup, moi, j'espère que Chair de poule aura une saison 2. Et je n'espérais pas que The Midnight Club ait une saison 2. Mais bon, il n'y en a pas eu de toute façon, donc c'est très bien. Pour l'instant, on ne sait pas sur la saison 2 de Chair de poule, c'est ça ? Alors, si Disney ne s'est pas prononcé sur Chair de poule précisément, ils ont quand même annoncé en fait une volonté de freiner la production de séries. Ils en ont abandonné plusieurs. Il y avait le Nautilus adapté de Jules Verne qui est passé à la trappe, a été repris par AMC. Donc en fait, l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de Chair de poule, c'est pas tellement est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Enfin, ça va certainement jouer, mais c'est surtout est-ce que Disney a envie d'aligner l'argent ou pas. Et en ce moment, ils commencent un petit peu à se dire, à changer un peu leur stratégie là-dessus. Donc c'est ça en fait qui pourrait jouer sur un renouvellement ou non de Chair de poule. Le suspense reste entier. J'ai envie qu'on parle maintenant d'une série qui, pour beaucoup... Alors, comment est-ce que j'ai découvert cette série ? Je vais vous faire une confidence. Je ne savais même pas que c'était une série de Flanagan, puisque je ne savais même pas que cette série existait. C'était Briac, on sortait d'un épisode, d'un enregistrement, un live de Spoilers, et Briac, je lui dis, voilà, je sais pas quoi regarder. T'as regardé Midnight Club ? Il me fait, oh, non, regarde Midnight Mass. Regarde Midnight Mass. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et bah voilà, je vous l'avoue, hein, ça m'était complètement passé au-dessus. Et tu te souviens ? Je me souviens de cette anecdote. Et c'était et effectivement, bah c'est vraiment très bien. Alors ce qui me concerne, c'est toujours très bon signe quand je commence le premier épisode, que là sur ma tablette je vois le premier jumpscare, je fais allez rideau. Ce sera pas pour ce soir parce que je suis pas prêt. Et le côté, finalement le côté horrifique m'a vraiment plu. Toi Break, voilà, Midnight Mass pour ceux qui auraient peut-être pas forcément tenté, parce que c'est le côté, c'est la seule série de Flanagan qui n'est pas une adaptation. Alors est-ce que c'est un avantage ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Moi, personnellement, c'est ma préférée de Flanagan. Je trouvais que c'était la mieux tenue sur tous les plans, narrativement, stylistiquement. Bon, par exemple, pas forcément me faire des amis, mais j'aime bien Flanagan, mais je trouve pas que ce soit un très grand metteur en scène. Enfin, j'ai des réserves sur son approche de la mise en scène, et puis des trucs peut-être plus superficiels, mais je déteste l'étalonnage de la plupart de ses séries. Mais je trouve que sur Midnight Mass, par contre, là, j'avais beaucoup moins de réserves, que c'était très efficace dans la gestion des scènes d'horreur comme des scènes plus intimes. Et j'ai trouvé qu'il était aussi plus radical. Alors la série, on lui a reproché il y a des scènes de monologues, enfin en tout cas de très très longs dialogues par moments qui exposent un peu les thèmes de la série. Mais je trouve justement, j'ai bien aimé cette radicalité là. Genre il s'est vraiment dit, je m'en fiche, ça durera le temps que ça doit durer. Et si ça devient théâtral, ça devient théâtral. Et pour toutes ces raisons-là, ouais, je pense que celle qui m'a le plus plu, qui m'a le plus touché, et aussi qui a le plus justifié. Disons que Flanagan, avec son truc de faire presque une série par an, maintenant une série d'horreur, c'est presque comme s'il faisait des longs métrages, mais très longs.
Et il y a une approche long film, même s'il travaille quand même l'épisode. Et là, c'est vraiment une fois où je me suis dit, ça aurait pu être un film, mais ça aurait perdu beaucoup si c'était un film. C'est-à-dire que beaucoup de la force, c'est tout ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est que c'est toute l'émotion de la série qui fait qu'elle valait le coup d'être racontée sous forme de série. Mais et en plus, j'aime bien les vampires, donc forcément, je trouve que c'était cool. Qui n'aime pas les vampires. Il s'est peut-être autorisé plus de choses, justement, de prendre le temps d'accentuer les dialogues, de donner du fond, le sens de la vie. Oui, alors, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu too much, du coup. J'avoue, je me suis un peu ennuyée devant certains monologues. Je trouvais que c'était un peu trop de monologues sur le sens de la vie, la mort, la religion, tout ça. Et il y a des choses intéressantes, mais je trouve du coup que les épisodes était un peu long et moi perso je trouve pas forcément que ce soit sa meilleure. Pour moi la meilleure ça reste The Haunting of Hill House qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu et je suis pas sûre qu'il puisse refaire un coup de maître comme celui-ci. Mais c'est vrai que Midnight Mass a au moins l'avantage d'être sa création la plus personnelle parce que du coup il s'est inspiré beaucoup de sa propre vie en fait. Donc dans cette série il parle beaucoup de religion et lui-même a été enfant de chœur quand il était petit. Son personnage principal Riley est un ancien alcoolique et il se trouve que Mike Flanagan également est un ancien alcoolique. Donc il parle de choses qui lui sont très proches et qui lui sont très chères. Et je pense que ça, c'est le meilleur atout de Midnight Mass, mais du coup, pour moi, c'était un tout petit peu trop bavard. Et je pense que il s'est aussi autorisé plus de choses en termes formels, parce que là, on voit vraiment des monstres, les fameux vampires, effectivement, dont tu parlais. Là où dans The Haunting, c'était beaucoup plus caché, effectivement, beaucoup plus en arrière-plan. Il fallait vraiment se concentrer pour les voir. Là, il n'y a pas besoin de se concentrer. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Voilà, on les voit. Mais justement, j'ai l'impression que cette création la plus personnelle a aussi été celle qui a été la plus compliquée finalement pour lui à gérer avec Netflix, parce que je lisais l'autre jour une interview où il disait qu'en fait ça avait été très compliqué pour lui de travailler sur Midnight Mass parce que Netflix le forçait justement à faire des jumpscares et à faire des moments horrifiques alors qu'il ne voulait pas, et notamment il racontait que dans l'épisode 1 il y a effectivement un moment où il y a un espèce de chat qui se balade et donc on voit vaguement que il y a une chose dans un buisson qui le rattrape et qui le mange quoi en gros, mais tout est hors champ. Et donc il disait que cette scène c'était la pire scène qu'il ait jamais tournée de sa carrière parce qu'il voulait absolument pas que ce soit vu. Pour lui, c'était inutile de tourner cette scène-là et Netflix a insisté pour qu'elle soit tournée et parce qu'il pensait que le public n'allait pas comprendre si on n'avait pas ce genre de scène avec un pauvre petit chat qui se fait manger. Et je pense que pour lui, du coup, ça a été, oui, sa création la plus personnelle, mais aussi celle qui a été la plus difficile à faire accepter finalement par Netflix parce que il voulait quand même justement garder ce côté très horrifique et très jumpscare alors qu'il n'y avait pas forcément besoin sur certains moments. Je vais voir l'économie presque. Alors bon, Marine, c'est à toi de trancher. Est-ce que c'est Hill House ou est-ce que c'est Midnight Mass qu'on met en première position de notre tier list Flanagan? Hill House Forever. Non, pour des moi, pouces sont levés, rendez-vous compte. Je suis d'accord avec ça, Lambeau. Je sais pas s'il arrivera à surpasser Hill House. Il est arrivé, c'était un réalisateur qu'on connaissait pas très bien. Il avait fait quelques films, il n'avait pas fait de série. Il est arrivé avec celle-là, il nous a mis une grosse claque à tous. Et depuis, il essaye de réatteindre ce niveau-là, mais il a du mal. Ceci dit, pour moi, Sermon de minuit, donc Midnight Mass, c'est le numéro 2. Moi, j'ai beaucoup aimé justement, en fait, tous ces longs dialogues, ces réflexions sur le sens de la vie et surtout sur celui de la mort. Voilà, c'est beaucoup de discussions entre les personnages, c'est beaucoup d'introspection. Et puis, je pense que j'ai apprécié, en fait, le fait que ça ne soit pas une adaptation, que ça soit quelque chose d'hyper personnel. Je ne sais pas si vous savez, mais je crois que c'est son premier film, ou l'un des premiers films de Flanagan, qui s'appelle Hush, qu'il a coécrit avec sa femme, Katie Sagal, qui est dans la plupart de ses séries. À un moment, dans le film, on voit un livre sur une étagère qui s'appelle Midnight Mass. Donc c'est un truc qui existe dans le coin de sa tête depuis longtemps et qu'il a vraiment pu faire après avoir fait 2 Haunting pour Netflix. Il a pu faire un peu ce qu'il voulait, avec certaines contraintes bien entendu, mais voilà, il a vraiment pu explorer des choses qui lui étaient chères et des sujets importants qui sont
certes, comme on l'a dit, rien n'est une adaptation directe d'une œuvre précise, mais on sent quand même toujours une influence de toute façon de la littérature horrifique. Et on ne peut s'empêcher de penser au Salem de Stephen King devant Midnight. Très bien, merci d'avoir tranché, Marine. Je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant. Je vous propose qu'on passe, qu'on se concentre sur peut-être celle dont on a le moins parlé de toutes ces séries pour l'instant. C'est la dernière en date, la chute de la maison Usher. It's time. It's time. It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before. Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets? Neutralized. Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul. Adaptation très libre de l'une des plus célèbres nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, mais même adaptation de plusieurs nouvelles extraordinaires. Cette série, c'est l'histoire de Roderick Usher, PDG d'un grand groupe pharmaceutique, et de la discussion qu'il va avoir avec un vieil ami à qui il souhaite faire des aveux sur lui et sur sa famille. La fameuse famille Usher, jusque-là. Briac, tu ne m'arrêtes pas. Première question, j'ai envie de vous lancer un petit peu globalement, j'ai envie de faire un petit tour de table sur ce que vous avez pensé, tout simplement, de la chute de la maison Usher, de la série, en tant que série justement, et en tant qu'adaptation de Edgar Allan Poe. Briac. Alors, plein de choses, je vais essayer de pas me perdre. Alors, en gros, cette série, moi j'ai vraiment apprécié le dernier épisode. J'ai trouvé que la fin était assez réussie. C'est juste ce que j'ai préféré, le dernier épisode. Alors pas forcément dans les retournements, mais dans son traitement, dans la manière dont évoluent les personnages, dans la conclusion, etc. Là où j'ai eu un problème, en fait, c'est avec le côté assez répétitif, j'ai trouvé, de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ces autres séries, là, ce qui rajoute Flanagan, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une formule, donc des passages obligés par épisode. Et la formule, ça va être un membre de la famille Usher va mourir dans chaque épisode, grosso modo. Et j'ai trouvé que le problème, c'est que normalement, quand on fait de la formule dans une série, c'est qu'on l'instaure pour créer véritablement des variations et pour surprendre. Or, très rapidement, tu devines qui va mourir au début de l'épisode, et tu attends, et il meurt à la fin. Et en fait, il y a ce côté ultra répétitif, et en plus, si tu connais un peu les nouvelles de Poe, tu as les indices soit par des noms de personnages, soit par des noms d'épisodes, tu sais à peu près comment ça va se passer, même s'il joue quand même avec certaines choses. Mais ce qui fait qu'il y a un côté... alors, j'imagine qu'il y avait un jeu avec l'inévitable, sans doute, qu'il voulait faire de la même manière que dans la nouvelle, et donc dans le titre de la série, on a The Fall donc, of the House of Usher. On sait que ça va, ils vont mourir, on sait que ça va se terminer. Donc, on sait que c'est mis là d'emblée, mais il n'a pas réussi à créer des surprises, à faire un peu de variation qu'on aurait pu faire que, au bout d'un moment, tu t'attends à ce qui va se passer. Et il y a même, justement... sur le plan stylistique aussi cette répétition avec les jumpscares qui sont là, ils nous en balancent 1-2 par épisode, toujours au même moment quand Roderick Usher voit quelqu'un, donc un de ses enfants, quelqu'un de son passé, et c'est systématique. Alors à un moment il fait un peu, il y a un côté réflexif parce que le personnage de Usher dit à chaque fois il y en a un qui va arriver, donc là ça va se passer encore de cette manière-là, mais même en le faisant ça enlève pas le côté justement au bout d'un moment, ça fait plus rien, quoi. C'est juste du jumpscare pour du jumpscare. Ah oui, là, on est... je me permets sur l'épisode 1, tout simplement, qui finit sur un jumpscare avec la voiture, là. Je sais pas si on se met d'accord sur le spoil ou pas, d'ailleurs. On va essayer de limiter, on sait jamais, s'il y a les gens... pas le spoil pour le spoil. Mais oui, il a très très bien marché, ce premier. Oui, j'étais par terre. Je m'attendais pas du tout à ce qu'un gars dans une bagnole me regarde. Mais vraiment, une fois que ma tension est redescendue, je suis... Ouais, ok, ouais, c'est presque, j'ose le dire, Briac. Je pars sous ton... c'est pas très digne de Flanagan, justement. Ce fameux Mikey qui nous mettait des fantômes cachés dans le décor. Là, il nous met un gars avec un ning derrière qui va bien te faire sursauter. Tu dis, pour un premier épisode, je me disais... la forme est vraiment, pour le coup, presque bas de gamme, je trouve. Ouais, on pourrait dire ça. En tout cas, il y a ce côté répétitif. Moi, en plus, il y a de la lassitude et de la répétitivité. Là, non. C'est-à-dire que vraiment, moi, je partais sur un ressenti quand même assez moyen quand j'arrivais vers la fin, mais le dernier m'a rattrapé certaines choses, quand même. On va revenir dessus. Mais par contre, j'ai été assez intéressé par la série du point de vue de l'adaptation. La gestion par rapport à l'œuvre de Poe,
Et j'ai aimé par exemple la manière dont donc, en fait, la série va mélanger donc, la chute de la maison Usher, mais une des nouvelles aussi qui inspire principalement, c'est le Masque de la Mort Rouge. Alors qui est adapté en plus dans un épisode en particulier, mais qui même thématiquement, qui est donc sur le Masque de la Mort Rouge, c'est un prince qui s'isole avec sa cour pendant qu'il y a une épidémie autour de lui dans son royaume, et l'épidémie va finir par arriver à travers un personnage allégorique et fantomatique qui va la relâcher. Et donc c'est grosso modo l'histoire de la série en fait aussi qui est représentée là. Et il y a eu des choix intéressants, c'est déjà de mélanger ces deux séries pour faire le squelette. Ces deux nouvelles pour faire le squelette de la série, c'est-à-dire de voir les liens déjà dans l'écriture de Poe entre ces deux œuvres, dans les personnages aristocratiques et l'écriture, de les mélanger pour le mettre dans la saison, et en plus des choix d'adaptation dans la manière dont on le modernise avec tout un discours sur la crise des opiacés qui est plus ou moins subtil ou intéressant, mais qui va faire le lien avec justement ces thèmes qui étaient déjà chez Poe. Ça, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi d'avoir ce récit cadre, donc, puisque la série, c'est un dialogue entre Roderick Usher et Auguste Dupin, un enquêteur. Dupin étant une création de Poe et le premier vrai personnage d'enquêteur dans les premières nouvelles qui ont créé le genre policier. Donc on a ce cadre, on exploite ça pour faire en plus en sorte que la série soit une enquête pour essayer de comprendre ces morts. Donc tout ça, c'est super intéressant. Et il y a un côté assez ludique en plus dans la manière dont il émaille certaines références. Parfois, donc, je lis dans les noms de personnages, le mari d'un personnage s'appelle Bill Wilson, c'est William Wilson qui est une nouvelle de Poe, et il joue même avec des détails dans leur mise à mort qui vont pas être exactement comme dans la nouvelle, mais justement, si tu as lu la nouvelle, il va te faire une surprise, il va l'exploiter. Donc il y a des moments c'est intéressant. D'autres moments, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus lourdingue. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Toby, c'est un des assistants de celle qui est jouée par la femme de Flanagan, dont j'ai oublié le nom. Camille, je crois, dans la série. Camille, c'est ça. Et elle arrête pas de lui faire « Ah, Toby, damn it !» Parce que Toby, damn it, c'est un personnage d'une nouvelle de Poe. Mais c'est son nom de famille. Et il le fait 4 fois. Genre, oui, j'ai compris que tu étais malin. D'accord, tu l'as fait, c'est très bien. Donc, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Là où, pour moi, pour finir, il y a un petit échec au niveau de l'adaptation. C'est au niveau stylistique, parce qu'en fait, en adaptant Poe, t'adaptes aussi donc une des personnes qui est connue comme un grand auteur du romantisme noir. Et donc, il y avait aussi un défi de réussir à transcrire ça visuellement en le faisant passer au XXIe siècle. Et le traitement là qui ressemble principalement, on est dans des bureaux, c'est des bureaux de Succession, il y a Succession qui est clairement une référence même dans la musique dans le premier épisode qui revient. J'ai pas trouvé qu'il ait réussi à trouver une approche du romantisme qui s'accorde avec justement un décor moderne. Pour moi c'est ça, il y a un problème esthétique, il a pas réussi à trouver son angle, comment faire du gothique avec des immeubles, comment faire du gothique avec des smartphones, un truc moderne. Pour moi ça échoue, et d'ailleurs les moments que j'ai trouvé le plus réussi, c'est quand il revient à un traitement plus classique, par exemple dans je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, où il adapte le corbeau et on arrive dans la maison de Usher, son manoir, où là on est vraiment dans une représentation très classique, et c'est ces moments-là qui marchaient le plus pour moi. Donc d'une certaine manière, il y avait cet échec-là un petit peu esthétique pour moi dans la série. Esthétique, et puis dans les adaptations, effectivement, je suis d'accord avec toi que moi j'ai trouvé ça trop lourdingue en fait, trop de références à la seconde pour dire que ah oui, regardez, j'ai lu tout Poe, c'est vraiment génial. Bon, c'est super, mais en fait pour moi ça fait pas une narration de faire ça, et je trouve que du coup on sort en fait de l'adaptation finalement de simplement effectivement la chute de la maison Usher, c'est-à-dire que il l'a dit d'ailleurs, il adapte plusieurs œuvres de Poe avec cette série, mais du coup en fait, on retrouve très peu d'éléments finalement de la chute de la maison Usher, la nouvelle de Poe. Finalement, il y a quelques personnages, il y a le cadre global, mais en fait, à part le dernier épisode qui reprend vraiment beaucoup la trame, sinon tout le reste, c'est effectivement une adaptation très très libre de plein de nouvelles de Poe. Et moi, j'ai trouvé ça un peu foutraque en fait, un peu comme The Midnight Club. Je trouve qu'il s'est trop perdu à essayer d'adapter trop de choses en même temps. Et en plus, du coup, il s'est, je trouve, trop reposé sur justement les éléments que Poe avait créés, comme le corbeau, etc., pour faire de l'horreur. Mais sauf qu'en fait, moi, ça me suffit pas d'avoir un corbeau juste pour avoir peur. Enfin, il y a certains jumpscares, par exemple, où c'est juste le corbeau qui arrive. Bon, enfin, perso, ça m'intéresse pas trop, quoi. Enfin, c'est pas ce que j'aimais chez Flanagan, en effet, avant. Je trouvais ça beaucoup plus subtil avant que juste un corbeau qui débarque dans l'image, quoi. Marine, justement, toi, est-ce que tu as relevé toutes ces belles références à Edgar Allan Poe ? Eh ben moi, mes cultures relatives à Edgar Allan Poe ne va pas plus loin que le corbeau, justement. Donc quand j'ai vu le corbeau, j'ai compris, et le reste, ça m'est complètement passé au-dessus. Et je pense en fait que c'est à la fois une bonne chose et un handicap, dans la mesure où
moi, en regardant la série, en ne connaissant pas grand-chose à Poe, il y a plein de choses du coup que je n'ai pas relevées, qui, si j'avais les refs, j'aurais peut-être dit « Ah, pas con !» Et en fait, du coup, ça m'a complètement... Je suis passée à côté. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on peut regarder la série sans connaître Poe du bout des doigts, sinon ça serait vraiment compliqué. Mais du coup, voilà, je suis d'accord avec ça en haut. Il y a ce côté foutraque où tu sens, en fait, même quand tu connais pas Poe, tu sens qu'il essaye de parler de plein de choses, de mélanger plein de choses. Et c'est pour ça que moi, justement, par exemple, tout ce qui était discours, comme l'a dit Briette, pour le coup, moi, pas subtil du tout, mais tout ce qui a trait à l'industrie pharmaceutique, à un moment, ça se m'a parlé intelligence artificielle, ça te balance des concepts à tout va. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, la Flanagan? C'est sa dernière série Netflix, il s'est dit, il faut que je parle d'un max de trucs avant qu'on me coupe la parole, je ne sais pas. C'était très étrange. Et du coup, pour moi, c'est une série sympa. J'ai regardé, j'ai apprécié. Je me suis pas spécialement ennuyée, mais par contre, elle manque cruellement d'émotion. Ah oui, c'est ça, quoi. Comme mentionné par Briac aussi, cette espèce de succession croisée avec Edgar Allan Poe, avec des personnages qui sont tous des crevards. En plus, on sait qu'ils vont mourir, on ne s'attache à personne, on s'en fout. C'est ça qui fait que pour moi ça marche pas, c'est que par rapport à toutes ces autres séries, là je n'étais investie mais dans aucun des personnages. C'est ça, quoi, cette fameuse émotion, ce supplément d'émotion que nous mettait Flanagan. Là en fait on prend même plus le temps de s'investir émotionnellement avec les personnages en fait. Enfin moi c'est un petit peu ce que ça m'a fait. Je crois que moi je me demande si justement c'est pas quelque chose de volontaire de sa part, qu'il a voulu justement faire autre chose un peu avec ce côté plus je sais pas si on pourrait parler de satire, mais un peu plus cynique en tout cas dans le traitement des personnages, mais ça montre aussi que c'était peut-être une de ses forces, justement la manière dont on s'attachait à eux, et donc comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'était sur la manière dont même l'horreur était en fait plus psychologique et même existentielle par rapport à ce qui leur arrive. Et bon, il y a peut-être encore de ça là, mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté de ces personnages. Et moi, ça m'a manqué aussi, clairement. Ouais, pour moi, c'est vraiment une série qui est en rupture complète avec les autres. En fait, on s'éloigne complètement de l'émotion et effectivement, on est dans une critique très acerbe du monde capitaliste, de la crise des opiacés, etc. Et c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que la série est pour le coup très engagé et beaucoup plus que les précédentes de Flanagan. En fait, moi, j'ai même été surprise de voir à quel point il était à fond anticapitaliste, queer. Tous les personnages sont queer de façon générale. Et on n'en fait pas tout un plat. Et voilà, ce qui est très chouette. Mais du coup, il y a beaucoup trop de thèmes, en fait. Comme le disait Marine, on a l'impression qu'il a voulu tout traiter, l'intelligence artificielle, l'anticapitalisme, le féminisme, les luttes queer, etc. Et du coup, ça fait un truc qui est un peu indigeste, en fait, je trouve. Oui, je suis d'accord, et surtout, mine de rien, c'est comme quelques séries que nous propose Mike depuis toutes ces années. C'est quoi la suite, à votre avis là? Est-ce que déjà on a des infos sur ce qu'il a prévu? Marine, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus, concrètes? Alors, je suis pas allée fouiller dans le détail, mais en tout cas, de ce que je sais, c'est que son deal avec Netflix est terminé. Donc là, Mike Flanagan lâche de la maison Usher. C'est sa dernière série pour Netflix, en tout cas pour le moment. Maintenant, il passe chez Amazon. Et ce qu'il a en projet chez Amazon, c'est, roulement de tambour, une adaptation de Stephen King. Donc on reste dans l'adaptation. On reste chez King, qu'il a déjà adapté puisqu'il a fait Dr. Sleep. Mais par contre, là, on part sur un format qui ne devrait pas, en tout cas, être une mini-série. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il va pouvoir vraiment se plonger dans cet univers, se l'approprier et vraiment faire quelque chose de plus fouillé, plus poussé, et aller vraiment dans un format sériel qui est sur plusieurs saisons, et voir ce qu'il peut faire avec ça et avec The Dark Tower. Mais c'est intéressant d'ailleurs, donc il part sur Stephen King, qu'il a déjà adapté 2 fois, je crois, si je ne m'abuse, en long métrage. Oui, il a fait aussi Jessie, qui est aussi sorti sur Netflix, qui est une adaptation de Jessie. Oui, voilà, Gerald's Game, exactement, qui n'était pas très réussi d'ailleurs, moi je trouve, mais
Et alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu là, alors il a adapté Shirley Jackson, Henry James, Christopher Pike, du coup je crois Midnight Club, Stephen King, et donc en fait on se demande, il a un peu son bingo des grands auteurs américains fantastiques, donc il lui reste encore, alors clairement il lui reste Lovecraft par exemple, ce qui serait hyper intéressant, parce que comme je disais tout à l'heure, qu'il a un peu ses thématiques engagées sur certains points, Lovecraft, auteur extrêmement problématique sur plein d'aspects, ça pourrait être intéressant de voir comment le traiter justement de cette manière-là. Et il reste aussi, alors peut-être moins connu que cela, mais Hawthorne aussi, donc l'auteur de La Lettre écarlate, qui est aussi un grand auteur du fantastique, et qui en plus, fantastique américain, qui en plus dans des thèmes de famille, de foi, qui me semble s'accorder très bien avec l'écriture de Flanagan. Donc ce serait intéressant de le voir aussi explorer l'œuvre d'Hawthorne avec La Lettre écarlate, La Maison en 7 pignons et ses nouvelles. Enfin, en plus, il est assez peu adapté, donc ce serait vachement intéressant. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur Prime. Voilà, peut-être que justement, ça l'aidera à se libérer de certaines contraintes de Netflix ou pas. Peut-être que ce sera pire, je ne sais pas. Prime va pouvoir profiter du recul de tout ce panel de séries qu'il a pu créer sur Netflix. Et on verra la liberté qu'ils vont bien vouloir lui donner. C'est la fin de ce premier numéro d'Un Spoiler et j'arrête, le premier podcast crossover de l'ACS, l'Association française des critiques de séries et de spoilers, émission dédiée aux séries TV des genres de l'imaginaire, un podcast en partenariat avec Beta Série. Merci beaucoup à Salambo Marie, Marine Perrault, Briac Picaralec pour votre participation, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Oui, c'était super. Oui. Ouais, j'espère que Mec Flanagan ne va pas trop nous en vouloir pour tout ce qu'on vient de dire. Vous retrouverez un nouveau numéro d'Un épisode et j'arrête dans 2 semaines. Et durant tout le mois de décembre, Spoilers vous donne rendez-vous avec son calendrier de l'Avent. Voilà, un jour, un podcast, une invitée, une série, un coup de cœur série qui vous sera présenté chaque jour par toutes sortes de... Là, on a envie de vous donner des noms, là. On en a quelques-uns déjà, on a envie de vous dire qui sera dans ce nouveau calendrier de l'Avent. Ça se passera sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre également 5 étoiles et ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur et c'est vraiment le meilleur moyen que vous puissiez trouver pour nous soutenir actuellement et partager à tous vos amis notre belle émission et ce crossover qui s'achève aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Salut. Un Spoilers et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio, mais aussi sur spoilers.lepodcast.fr et l'ensemble des agrégateurs de podcasts.